le cadre du processus de recrutement du professeur sous octroi. Et puis ma présentation s'intitule ainsi la modélisation des profils hétérogènes au cours du temps et des variables de confusion qui varient dans le temps. Donc, avant tout, j'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Ma, ma présentation va suivre le plan suivant. Donc, Ginelle l'a déjà fait, donc je vais comme passer rapidement dessus. Là, donc, je vais faire un cours résumé de mon parcours académique. Puis ensuite, je vais vous présenter mes deux principaux axes de recherche. Le premier porte sur la modélisation des profils hétérogènes au cours du temps et le second sur les méthodes d'inférence causale. Si je vais vous parler un petit peu de la faisabilité de tout ce que je propose avec un calendrier de réalisation, puis je terminerai sur la pertinence de ce que je propose pour l'axe et je vais présenter également certaines collaborations. À titre de répéter de ce que Ginette a dit tantôt, je possède un baccalauréat en statistique, puis j'ai également fait une maîtrise en statistique. Et puis, durant ma maîtrise, j'ai été initiée à des cours d'introduction en épidémiologie, puis je trouvais ça super intéressant. Puis, ça m'a poussé à aller faire un doctorat en épidémiologie. Donc, dans lequel j'ai appris vraiment tout ce qui est concept épidémiologique. Et puis, j'ai également pu faire mon doctorat en mettant un accent vraiment sur tout ce qui est méthode statistique. Puis, pour mon postdoctorat, j'ai décidé de retourner à mon premier amour, puis de faire un postdoctorat en statistiques appliquées. Les données longitudinales sont omniprésentes dans la recherche épidémiologique. Donc, pour analyser ces données, il faut des méthodes adaptées à la nature des données longitudinales. Donc, dans cet acte, je vais vous parler de l'utilisation des méthodes de classe latente, appelées aussi analyse de trajectoire, comme un outil descriptif efficace pour décrire les profils hétérogènes au cours du temps. Donc, comme les issues de santé évoluent de façon hétérogène au cours du temps, donc c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens utilisent la méthode de classe latente. Donc, brièvement, comment ces méthodes fonctionnent? Donc, supposons qu'on a deux individus qui consomment des médicaments au cours du temps. Donc, pour chaque individu, on aura sa trajectoire individuelle au cours du temps. Donc, le nombre de médicaments qui est consommé à chaque temps, et puis on peut tracer une boîte de consommation de médicaments au cours du temps pour chacun de ces individus. Donc, maintenant, si on a plus d'individus, donc on a beaucoup plus de trajectoires individuelles à tracer. Et puis, avec un modèle linéaire mixte, par exemple, on pourrait aller identifier c'est quoi la trajectoire moyenne de médicaments consommés. Donc, qu'est-ce que fait la méthode de trajectoire? Pour la méthode de trajectoire, donc, au lieu d'avoir une seule trajectoire moyenne, donc, cette méthode va essayer de regrouper les individus qui ont des profils de consommation de médicaments similaires. Donc, si on regarde ici, on a trois couleurs différentes qui correspondent à trois groupes de trajectoires. Donc, le groupe 1, qui est en vert, va regrouper les individus en vert dans le graphique qui ont des profils de consommation de médicaments similaires. Donc, la même chose également pour le groupe 2 et ainsi de suite le groupe 3. Donc, l'idée de cette méthode, c'est vraiment de classifier l'hétérogénéité en regroupant des individus qui ont un même profil au cours du temps. Donc, ici, on a un groupe de trajectoire, donc c'est sûr que vous vous demandez comment on fait alors pour trouver le nombre de groupes. Donc, pour avoir le nombre de groupes et également les formes, on va utiliser un critère qu'on appelle critère d'information bayésien. Donc, comment on procède? Donc, on va estimer plusieurs modèles avec différents groupes. Donc, ici, je présente des modèles de 1 à 5 groupes, mais on peut aller jusqu'à 6, 10 groupes. Donc, pour chacun de ces modèles, on aura un critère qu'on appelle le BIC. Donc, on va choisir parmi tous ces modèles de BIC qui est le plus petit. Donc, si c'est le BIC du modèle 3 qui est le plus petit, donc à ce moment, on va dire qu'on a 3 groupes au niveau de nos données. Donc, une fois cette sélection faite, ce choix fait, donc après, on va essayer d'évaluer c'est quoi l'adéquation des trajectoires, encore une fois, à partir de différents critères statistiques. Donc ici, je vous présente, donc j'ai quand même fait pas mal de publications sur les trajectoires, donc portant sur trajectoire de consommation de cigarettes, les trajectoires IMC aussi. Donc, néanmoins, il y a eu plusieurs critiques qui sont associées à ces méthodes-là. Donc, une des critiques, c'est vraiment que ces méthodes ont tendance à identifier des groupes, même quand il n'y en a pas dans les données. Donc, si on a un jeu de données puis qu'il n'y a vraiment pas de tendance dans les données brunes qui ressortent, en utilisant la méthode de trajectoire, donc, il y aura des groupes qu'on va identifier.
Puis, ce sont des modèles aussi qui, ben, comme tous les modèles, même les méthodes traditionnelles, il y a des hypothèses sous-jacentes. Donc, quand les hypothèses sont violées, on peut arriver à détecter des groupes qui sont fallacieux, qui n'existent pas vraiment. Puis, des études aussi ont remarqué qu'il y a des formes de trajectoires qui reviennent le plus souvent dans les publications, même si ce n'est pas les mêmes jeux de données qui sont utilisés, ce n'est pas la même thématique. Donc, j'ai répertorié ici deux formes les plus courantes. Par exemple, une qu'on appelle le Castredo. Donc, on a une trajectoire, une faible trajectoire, et puis une trajectoire élevée, et puis une trajectoire qui augmente au cours du temps, une trajectoire qui diminue au cours du temps. Et puis l'autre forme qui apparaît aussi, c'est ce qu'on appelle l'effet arc-en-ciel. Donc, on a des trajectoires qui sont parallèles où il n'y a aucune fluctuation au cours du temps. Et puis enfin, il y a la probabilité postérieure moyenne. Donc, j'ai parlé tantôt de critères d'adéquation. Donc, c'est un des critères d'adéquation, puis c'est généralement le seul qui est utilisé dans les études. Donc, en ce sens-là, au cours de ma thèse, j'ai fait un article pour voir est-ce que la méthode des trajectoires estimait des trajectoires, des groupes qui sont fallacieux. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'aller évaluer la capacité de cette méthode à détecter le nombre de trajectoires, la forme des trajectoires et aussi le nombre de sujets dans chaque trajectoire. Donc, pour cela, j'ai utilisé des données simulées. Donc, j'ai considéré 6 scénarios différents et avec 500 sujets dans chaque scénario et puis un seul scénario où il y avait un nombre plus faible d'individus. Puis, j'avais 5 temps de suivi, puis les données ont été générées à partir de modèles linéaires mixtes. Si je vous présenter les résultats pour quelques scénarios, donc le premier scénario, c'est à gauche, vous avez les scénarios qui ont été simulés et après les résultats trouvés par la méthode de trajectoire. Donc, pour le premier scénario, c'est 3 trajectoires distinctes. Donc, ce scénario a été généré de telle sorte que la méthode des trajectoires soit en mesure d'identifier correctement les trajectoires. Donc, ici, on voit sur le graphique qu'il y a trois trajectoires distinctes, donc 2 qui diminuent au cours du temps et une où la courbe augmente au cours du temps. Puis, on voit que la méthode de trajectoire était en mesure d'identifier correctement les trois trajectoires, le bon nombre de groupes, la bonne forme aussi de trajectoire, et puis même la proportion des individus dans chaque trajectoire était approximativement similaire. Donc, ça, c'était vraiment attendu. Et j'ai regardé la performance de 3 critères d'adéquation. Il s'agit de la probabilité postérieure moyenne, l'entropie relative et le critère d'inadéquation. Et puis, il y a 3 critères suggérant une bonne classification. Donc, pour le scénario 2, c'était un scénario dans lequel il y avait un chevauchement ponctuel dans la distribution de l'issue. Donc, vous pouvez voir que le groupe 2 est coupé avec le groupe 3 et le groupe 1, respectivement, au début du suivi et à la fin du suivi. Donc, lorsqu'on a appliqué la méthode de trajectoire, il y a 3 trajectoires parallèles qui ont été identifiées. Donc, la méthode de trajectoire n'a pas été en mesure d'identifier la trajectoire qui est coupée avec les 2 autres. Et puis, lorsqu'on a regardé les 3 critères d'adéquation, donc les 3 critères suggéraient une mauvaise classification. Donc, on était quand même pas mal content parce qu'on s'était dit que, OK, ça fait 2 scénarios où, quand la méthode fonctionnait bien, les critères confirmaient cela. Et puis, quand la trajectoire identifiée n'était pas correcte, les critères disaient aussi, attention, il y a un souci. Donc, on a quand même considéré d'autres scénarios. Donc, par exemple, le scénario 3, où il y avait un groupe qui avait une large étendue de valeurs de l'issue selon les groupes. Donc, on voit que pour le groupe 3, il y a des valeurs qui étaient assez élevées au début du suivi et des valeurs très faibles à la fin du suivi. Et puis, la méthode de trajectoire a identifié seulement 2 groupes. Donc, elle a identifié le groupe où il y avait la large étendue de valeurs, mais par contre, les 2 autres groupes ont été regroupés en un seul et représentaient environ 67 des individus. Puis, quand on regardait pour les 3 critères de classification, les 3 critères de classification suggéraient une bonne classification. Alors, qu'il y avait un souci, le nombre de trajectoires n'était pas correctement identifié. Puis, le dernier scénario, c'est l'effet arc-en-ciel que je vous ai présenté. Donc, il y avait un seul groupe et puis les individus avaient une variation une variation individuelle autour de la moyenne. Donc, on a identifié 3 groupes. Et puis, quand on a regardé les critères de classification, donc, on avait 2 critères qui nous disaient qu'il y avait un souci.
Par contre, la probabilité postérieure moyenne suggérait une bonne classification. Donc, ici, à partir de cet article, on a vu que il y a des scénarios pour lesquels la méthode des trajectoires fonctionne très bien et puis les critères aussi confirment cela. Par contre, il y a des scénarios pour lesquels il y a un souci au niveau de la classe, au niveau de l'identification des trajectoires et aucun des critères met en mesure de dire qu'il y a un problème. Donc, il faut faire attention quand même lorsqu'on utilise ces méthodes-là. Puis, autre chose aussi, c'est que j'ai aussi remarqué qu'il y a également des limites au niveau de l'utilisation de la méthode des trajectoires. Donc, si on prend le cas de l'utilisation des médicaments, donc on sait bien que l'utilisation des médicaments évolue de façon hétérogène chez les patients, notamment par le changement au niveau des doses et aussi par les interruptions au niveau de la prise de médicaments. Néanmoins, comme la variable dose ne prend qu'un certain nombre de valeurs. Donc, pour décrire de façon longitudinale cette variable-là, ça reste quand même un défi parce que la méthode des trajectoires utilise des valeurs ajustées. Donc, encore une fois, dans ma thèse, je travaillais dessus, puis j'ai un article qui avait comme objectif de proposer une nouvelle approche pour visualiser les trajectoires de doses de médicaments. Puis ici, j'ai utilisé les données cliniques des données provenant de la cohorte clinique de patients avec la sclérose en plaques à Montréal. Puis, comme variable d'intérêt, donc j'ai regardé la quantité de doses d'interféron bêta-1A utilisées. Puis, cette variable prenait vraiment, il y avait seulement 2 doses possibles. Donc, les personnes qui n'utilisaient pas du tout de médicaments, donc c'était 0, et puis soit qui avaient une dose de 22 ou bien 44. Donc, j'ai appliqué les critères que je vous ai présentés précédemment pour identifier le nombre de trajectoires, puis 5 trajectoires ont été identifiées. Puis, les 3 critères d'adéquation, que ce soit la probabilité postérieure moyenne, l'entropie relative et le critère d'inadéquation, suggéraient une bonne classification. Puis, à gauche, je vous présente la représentation graphique que je propose et puis la figure fournie par la méthode de trajectoire. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Donc, ici, si on regarde à gauche, donc on voit que les trajectoires commencent à partir de 44, qui a une valeur plausible de dose de médicaments, alors que la figure fournie par la méthode des trajectoires commence avec 30, donc qui a une valeur non plausible de dose de médicaments. Donc, je propose quand même une méthode visuelle qui est simple à utiliser et puis qui se base vraiment sur les valeurs réelles de dose de médicaments et non sur les valeurs estimées. Puis, puis par la suite, ce que j'ai aussi constaté dans mes lectures, c'est que le nombre et les formes de trajectoires qu'on identifie varient selon la durée de suivi. Donc, si on a une durée de suivi qui est très longue versus une durée de suivi qui est très courte, donc le nombre de trajectoires qu'on va identifier ne sera pas le même. Puis aussi, l'espacement des données entre les temps aussi, ça pose et ça influe aussi sur le nombre de groupes qu'on va identifier. Par exemple, si on considère une métrique de temps en année versus une métrique de temps en mois, ça a un effet sur le nombre de trajectoires qu'on va identifier et enfin le niveau de variabilité présent dans la variable d'intérêt. Donc, si on a une variable d'intérêt où il y a beaucoup d'hétérogénéité, donc on aura peut-être tendance à identifier beaucoup de trajectoires, mais s'il y a moins d'hétérogénéité, donc on aura peut-être moins de trajectoires. Donc, durant la première année de mon postdoc, j'ai développé une méthode de validation des trajectoires identifiées à partir des classes tentantes. Et puis, cet article a été soumis à American Journal of Epidemiology, puis des révisions ont été demandées. Donc, encore une fois, des données simulées ont été utilisées pour pouvoir évaluer la performance de la méthode de validation qu'on proposait. Puis ici, des scénarios avec 3 et 4 groupes ont été retenus. Donc, il y avait des groupes curvilinéaires et des groupes qui se croisaient. Puis, de taille d'échantillon ont été utilisés, c'était 100 et 500. Encore une fois, 5 temps suivants ont été utilisés. Puis, les données ont été générées selon un modèle normal multivarié. Puis, pour chaque jeu de données, il y avait 100 réplications qui ont été effectuées. Puis par la suite, l'approche proposée a été appliquée sur les données portant sur le nombre de médicaments consommés par les personnes âgées au Québec. Donc, brièvement, que fait notre méthode? En fait,
on s'interrogeait, on se disait que si on avait d'autres échantillons de la population, est-ce qu'on allait trouver le même nombre de groupes ou bien des groupes différents? Néanmoins, on sait que dans la population, on a qu'un seul jeu de données, donc on ne peut pas aller comme vérifier cela. Donc, ici, comme on avait, c'est des données simulées, donc ce qu'on s'est dit, c'est que, avec la simulation, on va essayer de répéter la simulation à plusieurs reprises. Donc, de faire plusieurs réplications, puis de voir, de comparer la variabilité, la variation entre les données répétées qu'on a et notre échantillon initial pour voir si les deux concordent. Donc, en termes de rééchantillonnage, on a fait 100 rééchantillonnages, donc on a vraiment répété 100 fois nos données. Et puis, on est allé comme voir avec le BIC, c'est quoi le nombre de groupes qu'on identifie? Est-ce que c'est le même qu'on avait au départ? Et puis, donc, l'idée, c'est pour aller voir est-ce que la variation échantillonnale reflète bien l'incertitude dans le nombre de groupes. Le tableau suivant présente les résultats de l'approche. Donc, je présente les résultats pour 100 individus et aussi avec 500 individus et puis chacun des scénarios. Puis, en premier lieu, on a le premier critère qui est le BIC. Donc, le BIC, c'est vrai, ça représente, entre guillemets, c'est pas la réalité. Donc, c'est vraiment ce qu'on observait dans nos données, c'est le nombre de groupes qui étaient sélectionnés selon ce critère-là. Donc, on s'attend à ce que ce qu'on obtient avec les deux autres critères, qui sont la probabilité postérieure bayésienne et le rééchantillonnage, qui est l'approche que je propose. Donc, on s'attend à ce que les proportions soient similaires à ce qu'on a trouvé dans la réalité. Donc, si je regarde pour le scénario 1, on voit que pour une taille d'échantillon de 199% des jeux de données ont identifié le nombre correct de groupes. Puis, quand on regarde le résultat pour la probabilité postérieure bayésienne, c'est 87% et puis 94% pour notre approche. Donc, la proportion était quand même assez similaire. Par contre, pour le scénario 2, on voit que seulement 71% des jeux de données avaient identifié le nombre correct de groupes. Puis la probabilité postérieure bayésienne, cette proportion est à 97%. Puis pour notre approche, c'est 75%. Donc ici, on voit que la probabilité postérieure bayésienne sous-estimait la vraie variabilité au niveau des données. Par contre, notre méthode fonctionnait très bien. Pour les autres scénarios, donc, les trois proportions étaient quand même assez similaires entre les trois critères. Donc, j'ai quand même travaillé pas mal sur la méthode de trajectoire. Néanmoins, il reste quand même beaucoup de choses à faire. Puis, comme projet de recherche future, il y a comme en premier lieu un aspect méthodologique que j'aimerais regarder, c'est que tantôt, je vous ai présenté une méthode de validation, mais c'est une méthode de validation interne parce que c'est un jeu de données que je rééchantillonne. Donc, je répète à plusieurs reprises le jeu de données. Donc, j'aimerais comme faire une validation externe des groupes identifiés. Donc, vraiment aller identifier les jeux de données, prendre des jeux de données différents et puis d'aller voir est-ce que les mêmes nombres de groupes de trajectoires vont être identifiés à partir de ces jeux de données différents. Puis ensuite, d'aller évaluer la capacité de prédiction de l'appartenance à un groupe par des variables autres que celles utilisées pour créer les groupes. Puis par la suite, ces résultats vont être appliqués à des données, sur des données réelles portant sur l'évolution de l'usage des médicaments potentiellement inappropriés par les personnes âgées. Donc, en ce sens, ces trajectoires sont identifiées à partir des données québécoises et françaises. Puis ensuite, des modèles prédictifs multivariables de régression logistique vont être utilisés pour déterminer si les études de santé prédisent ces trajectoires de médicaments potentiellement inappropriés. Puis le dernier sous-objectif, ça introduit l'axe 2, c'est d'aller faire l'estimation des effets des trajectoires de médicaments potentiellement inappropriés sur des résultats de santé. Et puis ici, ce serait comme d'utiliser des méthodes d'inférence causale couplées à des méthodes de trajectoire. Donc, comme je l'ai dit, le dernier point introduit l'axe 2 qui porte sur une méthode d'inférence causale. Donc, ici, j'aimerais vous présenter l'application de méthode d'inférence causale dans les études épidémiologiques à portée étiologique. Puis, je vais parler spécialement aujourd'hui des modèles structurels marginaux. Brièvement, comme vous le savez tous, les essais cliniques sont considérés comme étant en dehors des études épidémiologiques. Néanmoins, il y a quand même des limites qui sont associées
à ces méthodes, aux essais cliniques parce qu'ils sont coûteux en termes de temps et d'énergie, puis ils ne sont pas tout le temps réalisables. Parfois, pour des raisons éthiques, on ne peut pas réaliser les essais cliniques. Puis, on sait que les essais cliniques utilisent une population très sélectionnée, que ce soit en termes de, que ce sont les personnes qui sont en bonne santé qui sont incluses, donc les personnes âgées sont généralement moins sélectionnées, et puis le taux d'adhérence est plus élevé dans les essais cliniques que dans la population générale. Donc, les études observationnelles sont quand même sont utiles parce qu'elles permettent de refléter comme la réalité, qu'est-ce qui se passe au niveau de la réalité, mais comme on le sait tous, ces études sont sujettes à des biais de confusion. Donc, ici, je vous présente un graphe acyclique dirigé juste pour vous montrer un petit peu comme, dans le biais de confusion, que ce n'est pas l'aspect qui m'intéresse le plus. Donc, ici, on a notre variable d'exposition A qui est mesurée à 2 temps, donc à 1 et à 2, puis notre variable issue Y qui est mesurée au temps 2, puis on a un facteur de confusion également qui est mesuré à 2 temps L1 et 2. Donc, ce qu'on remarque, je ne vais pas rentrer dans les détails du DAB, mais ce qu'on remarque ici, c'est qu'on voit que l'exposition au temps 1 va influencer notre facteur de confusion L2 au temps 2. Puis aussi, on voit qu'il y a quand même la présence de facteurs intermédiaires tels que L2. Donc, les méthodes traditionnelles, en fait, ne permettent pas, donc si je voulais utiliser une méthode traditionnelle, les méthodes traditionnelles ne permettent pas de faire un ajustement pour les facteurs de confusion qui varient dans le temps. Donc, dans le cas ici, L qui varie dans le temps, et aussi d'ajuster pour les variables intermédiaires. Donc, si j'utilise des méthodes traditionnelles, donc les résultats vont être biaisés. Donc, les modèles structurels marginaux eux-mêmes permettent de faire cet ajustement, puis permettent d'ajuster pour des variables de confusion qui varient dans le temps, mais qui affectent aussi les dispositions suivantes et puis qui sont affectées par les dispositions antérieures sans faire de surajustement. Donc, pour ces modèles, on va faire un score de propension pour les facteurs de confusion et puis un score de propension pour la censure. Donc, ici, je vous présente deux publications que j'ai sur les modèles structurels marginaux, puis je vais vous présenter les résultats pour le premier article. Donc, l'objectif de cet article, c'était d'estimer l'effet à long terme des médicaments immunomodulateurs sur la progression et l'activité de la sclérose en plaques. Puis, encore une fois, j'ai utilisé la donnée de la cohorte clinique de patients avec la sclérose en plaques à Montréal, où je suis de Montréal. Donc, il y a 3 variables d'issue qui m'intéressaient. C'était le nombre de poussées, la progression de la discapacité et la transition de la sclérose en plaques progressive secondaire. Et puis, j'avais 2 expositions. Une exposition binaire qui correspondait à la prise d'interféron bêta et ou d'acétylamère et une exposition cumulative, qui était la durée cumulée de traitement, qui était considérée en année. Donc, en termes de principaux résultats, j'avais 2 issues qui étaient binaires. Donc, pour ces 2 issues, j'ai fait une question de logistique groupée. Et puis, pour les poussées, c'est le nombre de taux de poussée. Donc, c'est un modèle de Poisson qui a été fait. Donc, au début, on a les résultats pour l'exposition binaire. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on remarque que les personnes qui sont traitées, qui ont été traitées, ont un rapport de risque plus faible, de progression de capacité plus faible comparativement aux personnes non traitées. Puis, on voit que la tendance, que cette réduction se maintient dans leur score lorsqu'on regarde la durée cumulée de traitement, même si l'intervalle de confiance contient la valeur de 1. Puis, pour la transition vers la sclérose en plaques progressive secondaire, donc on a comme mis en évidence aucune association. Par contre, pour les poussées, donc on a vu que les personnes qui étaient traitées durant plus de 5 ans avaient un rapport de taux de poussée plus faible comparativement aux personnes qui n'étaient pas traitées. Donc, en termes de projet de recherche futur, donc j'aimerais continuer à travailler sur la sclérose en plaques, mais maintenant, pas seulement sur les médicaments en lien à la sclérose en plaques, mais plutôt la polypharmacie, parce que la polypharmacie, c'est la prise simultanée de plusieurs médicaments sur une courte période. Puis, c'est un sujet qui est vraiment peu exploré chez les personnes avec la sclérose en plaques, mais on sait que les personnes avec la sclérose en plaques ont beaucoup de maladies concomitantes et donc utilisent beaucoup de médicaments. Donc, à travers cet axe, j'aimerais regarder l'effet de la polypharmacie sur la progression de la sclérose en plaques et sur la mortalité. Donc, en premier lieu, je vais décrire la polypharmacie en utilisant plusieurs définitions de la polypharmacie, puis ensuite déterminer la capacité
prédictive de la capacité de chacune des définitions à prédire les éléments de santé, puis enfin d'étudier l'effet causal de la polypharmacie sur la progression de la sclérose en plaques et sur la mortalité. Donc, en termes de calendrier de réalisation, avant de passer à notre calendrier de réalisation, je vais juste dire que j'ai 3 demandes de subvention qui sont actuellement en révision, donc 2 au CRST et puis une qui a été soumise à la Société canadienne de sclérose en plaques. Et puis, pour une demande, je serai co-chercheuse principale si celle-ci est financée et puis si j'obtiens un poste. Donc, ce sont des projets qui ne concernent pas mon programme de recherche, mais plus des collaborations. Maintenant, en ce qui a trait à mon programme de recherche, donc pour l'hiver 2023, je compte soumettre une demande aux IRSC portant sur l'effet de la polypharmacie, sur la progression de la sclérose en plaques et sur la mortalité. Puis, je soumettrai en automne 2023 mon FRQS J1. Et puis, la demande que j'ai soumise en hiver, je la resoumettre aussi en automne 2023 à la Société canadienne de sclérose en plaques. Et puis, si elle n'est pas financée aux IRSC pour le projet concours d'hiver, je la soumettrai à nouveau au concours d'automne. Puis pour l'axe 1, donc, je compte commencer avec ce qui est processus d'accès données d'ici l'automne 2023. Puis je prévois quand même que ça peut prendre une année. Néanmoins, je pourrais commencer avec le sous-objectif 1 qui va utiliser des données simulées. Donc, je n'aurai pas besoin d'attendre de données. Donc, je pourrais commencer à travailler dessus. Et puis, une fois que j'aurai les données, je pourrais continuer avec les autres analyses. Et puis, pour le sous-objectif 2, donc, je prévois de travailler dessus en 2024 et 2025. Puis, pour l'axe 2, l'accès aux données va être initié dès 2024. Puis, je prévois encore une année pour que tout soit réglé. Et puis, les analyses vont être effectuées en 2026 pour le sous-objectif 1 et puis 2027 pour le sous-objectif 2. Donc, en termes de pertinence pour l'axe, actuellement, les analyses de trajectoire et même aussi l'inférence causale deviennent de plus en plus populaires en santé des populations. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur les analyses de trajectoire. Donc, j'ai fait pas mal de développement méthodologique dessus. Donc, et puis aussi, j'ai beaucoup d'expérience en méthode d'inférence causale. Donc, je serais heureuse de collaborer avec des personnes qui ont besoin de cette expertise. Puis, en termes des pas cliniques, donc, le projet de recherche que je propose peut contribuer à un changement de pratique en ce qui a trait à l'usage des médicaments et puis aussi peut aider à l'amélioration des connaissances des cliniciens concernant les meilleures combinaisons de médicaments à utiliser et celles à éviter également sur les conséquences de l'usage non optimal des médicaments. Puis, à titre d'exemple, je vous présente certaines collaborations que j'ai avec des chercheurs de l'AXE. Par exemple, je collabore sur un projet avec Dr. Sophie Lozier, Denis et Talbot portant sur l'association entre les études de dévaporisation et les trajectoires d'usage d'hormonothérapie, puis également sur 2 projets portant sur les fractions attribuables, un dans un contexte de survie, puis l'autre, fraction des cas de maladies coronariennes attribuables aux facteurs de stress psychosociaux au travail avec Dr. Xavier Trudel et Dr. Denis Talbot. Donc, c'est tout ce que j'avais. Ça fait le tour de ma présentation. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Ms. Céline, pour cette présentation limpide, efficace et dynamique. C'est maintenant le tour de questions. Si vous pouvez, oui, c'est ça, enlever votre partage d'écran, ça vous permettra de nous voir un peu mieux. Est-ce que quelqu'un souhaite y aller avec une première question? Oui, Lynn. On t'entend pas, Lynn. Oui, là, oui. Je suis habituée avec Zoom, hein? Quelqu'un change. Merci beaucoup pour la présentation. J'aurais 2 questions. La première, c'est par rapport à. J'essaie de voir plus concrètement là, comment ces développements méthodologiques peuvent faire une différence dans l'acquisition des connaissances sur certains problèmes de santé. J'aimerais ça t'entendre sur les collaborations que tu fais, peut-être soit avec Sophie ou avec l'autre projet. Juste nous expliquer un peu comment tes développements méthodologiques peuvent aider à mieux comprendre un problème en épidémiologie. OK, merci. Donc, en fait, pour le projet avec Sophie, donc, on est en train d'identifier les trajectoires d'hormonothérapie, puis ensuite d'aller regarder l'association avec les indices de défavorisation. Donc, ici, c'est que,
pour la trajectoire, comme j'ai montré, il y a tout un processus pour pouvoir identifier correctement une note de trajectoire. Donc, une fois une note de trajectoire identifiée, donc je vais quand même utiliser plusieurs critères d'adéquation pour voir est-ce que la trajectoire de monothérapie qu'on trouve, est-ce que le nombre est correct, est-ce que les critères soutiennent vraiment en termes de classification, disent que l'adéquation de ces groupes-là est correcte. Puis, donc c'est ça. Et puis ensuite, donc, par la suite, je vais faire en sorte d'appliquer une méthode adaptée pour le deuxième aspect du projet qui est de regarder vraiment le lien avec les indices de défavorisation. OK. En fait, on regarde l'association entre l'utilisation, on regarde l'utilisation de l'hormonothérapie, puis on essaie d'identifier des trajectoires d'utilisation pour mieux. En fait, c'est notre exposition, puis les trajectoires nous aident à trouver des groupes distincts d'exposition. OK, exactement. Bon. La deuxième question que j'avais, c'est par rapport à comment tu vas t'assurer que ces développements méthodologiques-là vont être utilisés en pratique. Je dis ça parce que moi, je révise beaucoup pour les IRSC, FAQ, puis les projets statistiques, c'est une des critiques qu'on voit beaucoup. Puis maintenant, j'ai vu vraiment une grosse évolution dans les projets statistiques où les gens vont être capables, en ajoutant un troisième objectif, par exemple, où là, il va y avoir peut-être le développement de logiciels, des séminaires sur place, mais des méthodes pour la mobilisation des connaissances, puis s'assurer que ces connaissances sont vraiment utilisées. Oui, ben, c'est une bonne question. En fait, la première chose que j'ai fait déjà pour tous mes développements, les codes sont disponibles et puis généralement sur deux logiciels donc pour favoriser l'utilisation. Puis je fais aussi des applications sur les données réelles donc pour montrer un petit peu aux lecteurs comment on fait pour appliquer les développements que je propose. Puis ensuite, effectivement, il y a tout ce qui est comme partage de connaissances, donc il y a les conférences et puis même des colloques, des rencontres en petits groupes que je fais juste pour montrer pour expliquer comme les développements que je fais et puis pour montrer comment on fait pour utiliser voilà, ces méthodes-là. Est-ce que c'est des modules en R que tu développes ou c'est d'autres logiciels? C'est plus des fonctions, donc ce n'est pas des paquets, donc c'est encore plus facile. C'est plus des fonctions sur R et puis également les codes sont donnés dans ça aussi là, pour les gens qui sont moins familiers avec R. OK. Merci beaucoup. D'autres questions, commentaires? Oui, Arsène. Désolé, je n'ai pas mis mon micro. Bonjour et merci pour la présentation. Je vais revenir sur les critères pour la validation du choix du nombre de trajectoires et puis des critères d'adéquation. La question que je me pose, est-ce que c'est le critère de BIC et c'est complémentaire aux critères d'adéquation? Ce que je veux dire, est-ce qu'on choisit d'abord le nombre de trajectoires à partir du BIC et subséquemment, on s'intéresse donc à savoir si les critères d'adéquation permettent de nous assurer vraiment que c'est le nombre exact. Et dans ce cas, est-ce que ça pose une limite en fait du BIC pour le choix des trajectoires, du nombre de trajectoires? En fait, le BIC en soi est quand même assez critiqué dans la littérature parce que les gens, on sait quand on se base sur un seul critère, donc on n'est jamais fiable à 100%. Donc, il y a quand même pour le choix des trajectoires, outre le BIC, il y a d'autres critères également qui sont suggérés, mais c'est celui qui est le plus utilisé. Maintenant, les critères d'adéquation, c'est comme un support par rapport à la proposition du BIC. Donc, on va voir, OK, donc le BIC suggère tel groupe, on va voir par la suite, est-ce que ça suggéré le BIC, est-ce que les critères confirment cela? Puis, supposons qu'on a un critère qui dit que l'adéquation est correcte, deux disent que ce n'est pas correct. Là. Donc, à ce moment, ce qu'on peut faire, on peut aller estimer un modèle avec un plus petit nombre de trajectoires et puis on regarde à nouveau les critères d'adéquation. Et puis, si les trois sont corrects, à ce moment, on choisit le modèle qui avait le plus petit nombre de trajectoires. Et puis, je vais juste ajouter aussi que le choix des trajectoires, ce n'est pas seulement c'est pas juste un aspect statistique, c'est aussi, il y a tout ce qui est aspect clinique aussi, il y a comme tout ce qui est sens des trajectoires, donc par rapport à ce qui est attendu de la littérature, donc ça prend aussi
connaissance du sujet, là aussi, lorsqu'on fait la sélection du nombre de trajectoires. OK, merci. J'ai une deuxième question. J'ai aussi lu que par moment, surtout quand si la taille d'échantillon est très grande, il arrive en fait que le BIC ne permette pas de définir un nombre de trajectoires parce qu'il ne cesse de croître en fait. Et donc, on n'a pas le minimum qui nous permet de décider du nombre de trajectoires. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour pouvoir solutionner le problème? Ben, c'est une excellente question, effectivement. C'est un cas auquel on est souvent confronté. Et puis, comme je l'ai mentionné précédemment, donc, le choix du nombre de trajectoires ne se base pas seulement sur des critères statistiques. Donc, il y a vraiment l'aspect de clinique, connaissance du sujet et puis qui est comme prise en compte. Puis, on peut quand même aller choisir, il y a comme d'autres critères, par exemple, la proportion de sujets dans chaque groupe. Supposons que le BIC ne fait qu'il n'y a pas de minimum. Donc, on peut aller voir c'est quel groupe, par exemple, il y a moins de 5% d'individus parce qu'on n'aimerait pas avoir des groupes qui sont très faibles. Donc, on choisit le groupe dans lequel on n'a pas vraiment de très petit nombre d'individus. Donc, on choisit ce groupe-là et puis on regarde les critères d'adéquation. On dit que tous les critères d'adéquation sont corrects. Donc, on se base sur ces choix-là pour décider le nombre de trajectoires. Donc, c'est sûr que le BIC ne donne pas tout le temps la réponse. Là. Parfois, ça prend vraiment un aspect subjectif pour faire le choix des trajectoires. Merci bien. Merci pour ta question, Arsène. Maude, maintenant, Maude Laberge. Oui, merci. En fait, je trouvais ça intéressant quand tu parlais du fait que les trajectoires n'existaient pas nécessairement, là, puis je me demandais si tu avais regardé sur d'autres approches de classification comme l'analyse de séquence ou similaire à l'ACL, l'analyse de profil latent qui est quand même assez similaire. Donc, puis est-ce que ça pourrait avoir un impact potentiel ou comment je ne sais pas si tu es familière avec l'analyse de séquence ou Oui, mais c'est ça, je n'ai pas regardé l'analyse de séquence ni les profils latent. Par contre, ce que j'ai comparé ces résultats à des modèles de trajectoire plus complexes où on peut intégrer une variabilité interindividuelle au niveau des données. Puis à ce moment, ces méthodes-là, quand il n'y avait pas du tout de trajectoire, parce que c'était un scénario que j'ai considéré dans mon article que je n'ai pas présenté ici, quand il n'y avait pas de trajectoire, les méthodes complexes arrivaient à voir qu'il n'y en avait pas. Donc, quand on faisait le BIC, donc il n'y avait vraiment aucun groupe. Là, donc, le BIC le petit était celui avec un groupe, donc on arrivait à le voir. Par contre, les modèles plus simples, là, donc n'arrivaient pas à détecter ça, mais modèles complexes, oui, arrivaient à le détecter. OK. Mais merci beaucoup. Puis en passant, très intéressant comme présentation. Merci Maude. Sophie Laudier. Merci, Micheline, pour ta présentation. J'aurais une question concernant l'utilisation des trajectoires quand on les met en relation avec des issues de santé. C'est dans tes projets de le faire. Donc, si j'aimerais savoir, est-ce que c'est toujours nécessaire de procéder en 2 étapes, donc de définir nos trajectoires, puis ensuite faire une régression logistique par après, ou s'il y a moyen de regarder ça en un temps ou dans un seul modèle? Puis c'est quoi tes recommandations là, sur la meilleure façon de mettre les trajectoires en relation avec des issues de santé? Merci, c'est une question. C'est une très bonne question. En fait, il y a plusieurs façons de le faire. Effectivement, on peut le faire en une étape. Donc, quand on calcule les trajectoires et puis on fait en même temps la régression, notre régression. Là. Mais moi, ce que j'aime moins, ça c'est comme plus personnel. Donc, ce que j'aime moins dans cette approche, c'est qu'en termes d'interprétation, c'est quand même assez difficile à interpréter ces résultats-là quand on le fait en un seul temps. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je préfère regarder ça en 2 temps. Donc, j'identifie mes trajectoires et puis une fois que j'ai mes trajectoires, je pourrais par la suite aller faire mes modèles. Donc, c'est sûr que ça peut, en faisant une seule étape, là, je me dis qu'il peut y avoir soit les problèmes de surajustement ou d'autres problèmes qui peuvent survenir. Donc c'est comme en termes de préférence, je préfère le faire en 2 étapes. Et puis, c'est sûr que même en 2 étapes aussi, il y a quand même la façon de le faire aussi parce qu'il y a des personnes qui vont suggérer d'aller tenir compte de l'incertitude au niveau des groupes parce qu'il ne faut pas oublier que notre variable d'exposition, ce n'est pas une variable qui est catégorielle. Donc, on a créé
des trajectoires. Donc, il y a des études qui vont suggérer de tenir compte de cette incertitude-là en pondérant pour la probabilité postérieure. Là. Donc, moi, dans ce que je propose, c'est vraiment d'aller faire des modèles d'inférence causale couplés avec ces modèles de trajectoire-là. C'est beau, Sophie? OK, Jason. Bonjour, Micheline. Merci pour la présentation. C'est super intéressant. Je t'avoue, moi, ma question va être plus sur ton projet en lien avec la sclérose en plaques. Je trouve ça, la sclérose en plaques, c'est quand même une maladie relativement sous-étudiée, du moins d'un point de vue pharmacopénologique. Je trouve que c'est super intéressant que tu fasses ça. Ma question pour toi, par contre, c'est compte tenu que la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est généralement diagnostiquée dans une période active des femmes. Je dis femmes, même si ce n'est pas juste uniquement unisexe, mais quand même une prédominance assez majeure pour les femmes. Et que, considérant cet âge, il y a quand même une vaste proportion de la population qui va, soit directement ou via un conjoint-conjointe, être assurée par des assureurs privés. Est-ce que tu as l'impression que ça peut quand même être un problème en termes de, je veux dire, N effectifs que tu peux analyser pour toute analyse de trajectoire? C'est pas une maladie rare par définition, mais au moins c'est une maladie limitée. Puis si on réduit encore plus le bassin, penses-tu que ça peut être un facteur qui limite ce que tu veux développer? Oui, mais c'est ça. Mais en fait, pour la sclérose en plaques, moi, je compte le regarder, c'est à partir de 2 bases de données d'un point de vue clinique, mais en disant clinique et aussi administrative. Donc, par exemple, j'ai travaillé au cours de ma thèse avec des bases de données administratives, mais c'est sûr que ce n'était pas l'idéal parce qu'on avait des individus seulement c'était une cohorte de naissance et puis c'était juste des individus entre 19 à 44 ans là, qui étaient inclus. Donc, sachant que dans ce cas, la sclérose en plaques survenait en moyenne autour de 35-40 ans. Donc, c'est sûr qu'on avait comme une bonne proportion d'individus qui n'étaient pas inclus, là, mais quand même, je trouvais intéressant que les résultats de ce qui était fait par rapport à ce groupe d'âge-là, vu qu'il y a vraiment peu d'études sur ce sujet, donc je trouvais que c'est quand même intéressant que ça peut aider à la littérature. Là. Puis, je vais faire de mon mieux, même par rapport aux bases de données utilisées, même bases de données cliniques, parce que j'ai déjà travaillé sur une base de données clinique à l'université à Montréal, au CHU de Montréal. Puis, ça incluait quand même beaucoup d'individus, vu que c'est une base de données clinique qui avait vraiment beaucoup de sujets de tous âges qui étaient inclus là dans cette base de données. Merci. Gina, on t'entend. D'accord. J'aurais une question davantage sur ton parcours plutôt qu'au plan scientifique. Tu nous as indiqué dans ta présentation que tu avais 3 demandes de subvention en cours d'évaluation actuellement. Il y en a donc 2 qui ont été soumises aux IRSI. Puis la troisième, je ne l'ai pas vue sur ton CV. Mais en fait, c'est une des 2 qui a été soumise à la Société canadienne de sclérose en plaques. Ça, c'est comme... OK, d'accord. OK. Pour exactement le même projet ou un volet un peu différent? Non, c'est le même projet, ça. Puis, pour la Société canadienne de sclérose en plaques, les réponses sont attendues à quel moment? Ça va être hiver 2023. Donc, c'est presque la même période, généralement, les IRSI. OK, d'accord. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, il ne semble pas. Donc, ça va clore la partie présentation scientifique, présentation des questions, formulation des questions. Merci beaucoup, Micheline, pour cette belle présentation, pour ta réponse aux questions également. On voit clairement qu'il y a toutes sortes de volets méthodologiques, que les volets méthodologiques que tu développes ont des potentiels d'application sur énormément de problématiques, que ce soit en pharmacoépidémiologie ou sur les maladies chroniques, etc. Donc, c'est un apport potentiel au sein de l'ACT qui m'apparaît extrêmement intéressant.
Je vais demander aux personnes qui ne sont pas chercheurs au sein de l'Axe de quitter. Toi également, Miss Lynn, je vais garder tous nos collègues pour qu'on se transforme en Assemblée générale des chercheurs. Donc, merci beaucoup.